Alors, bonjour collègues. Bonjour. Merci Bonjour d'être Sébastien. présente ce matin pour une petite vidéo, une petite capsule un peu différente que d'habitude, qui n'est pas un podcast, mais qui est une discussion dans le cadre de la semaine de prévention des dépendances. Donc, c'est une première pour nous. Moi, j'aime bien aimé l'appeler la table ronde des dépendances ou discussion ouverte sur les dépendances. Le problème, c'est que notre table est carrée. Voilà. Je dirais plus Alors, table rectangle. carrée sur les dépendances. On va y aller comme ça. Merci José de ton apport. Ça fait plaisir. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, notre équipe d'intervenants se réunit pour explorer les réalités, les mythes et les enjeux entourant la dépendance. Donc, bien sûr, cette vidéo-là n'est pas en direct, mais j'invite quand même les gens qui la visionnent, soit pour la première fois ou pour la 27e fois, d'écrire les commentaires. Justement, ça peut être des questions, ça peut être des réponses aux discussions qu'on va avoir ici. Vous êtes invités vraiment à collaborer et à contribuer. Alors, en ma présence aujourd'hui, j'ai moi-même, Sébastien. Bonjour, hi, c'est ce que je dirais si on était en mode podcast. Il y a Sophie, Salut tout le monde. ma chère collègue José Bonjour. et Isabelle. Bonjour. Une petite pensée pour Catherine qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais elle est avec nous en esprit, bien sûr. Alors, on va aborder la problématique des dépendances, qui est quelque chose qui n'est pas juste un problème individuel. Donc, c'est un phénomène qui est complexe, qui est expliqué par plusieurs phénomènes. Puis, on va déconstruire notamment des mythes, on va pousser la réflexion. On va aussi élaborer sur des histoires de cas réels, de succès, dis-je bien, et ouvrir sur des pistes d'action potentielles. Alors, mesdames, je vous propose de commencer par un petit jeu, en fait, que vous allez faire. C'est que se trouve dans le milieu, je ne sais pas si vous à la maison vous le voyez, se trouve dans le milieu un bol avec des papiers. Et à l'intérieur de ce bol-là, ou dans le texte, vous allez trouver des mythes entourant les dépendances. D'accord? Alors, chacun d'entre nous allons piger un mythe et ensuite, on va le déconstruire ensemble, en fonction, bien sûr, de notre réalité, notre expérience, notre expertise. Et bien sûr, à la maison, si les mythes vous interpellent, je vous invite à les commenter. Alors, on va tous reach out dans le milieu pour le petit bol et trouver un mythe. J'espère que les filles, vous êtes capables d'y avoir accès. Isa, si tu veux commencer, comme ça, les autres vont pouvoir le pousser. J'ai dit à Isabelle de ne pas faire ça. Pas faire quoi? Ça fait trop de bruit. Ah, Il y a un sommeil, encore une rebelle en moi. ouais. Alors, comme on dit souvent les dames d'abord, eh bien, j'aimerais que Josée, tu nous partages le mythe que tu as découvert et que tu nous partages ta perspective par rapport à ça. C'est vraiment un mythe très intéressant. Les proches sont responsables d'avoir laissé la dépendance s'installer. En quoi c'est un mythe pour toi? Bien, parce que les proches ne sont pas responsables ni de la dépendance de leurs proches, ni du rétablissement de leurs proches. Donc, quand une personne prend la décision de sortir de sa dépendance, c'est parce qu'elle l'a choisi, c'est parce qu'elle a atteint son bas fond de souffrance. Puis les proches peuvent lever des drapeaux rouges autour de la personne, mais ils n'ont pas le pouvoir soit d'influencer la consommation de l'autre ou de faire arrêter la consommation de l'autre personne. Fait que c'est un mythe, puis c'est un mythe qui entraîne beaucoup de souffrance parce que les gens qu'on accompagne ici, qui sont en codépendance, croient souvent que leur niveau de responsabilité est vraiment au-delà de la réalité. Alors, c'est vraiment un gros, gros mythe pour moi. Non, mais moi, je peux le sauver. Moi, je peux la sauver. C'est ce qu'on dit que c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ou encore, c'est de ma faute si tu as recommencé à consommer, c'est de ma faute si tu as rechuté, c'est de ma faute si tu as transféré vers une autre dépendance, j'en ai pas fait assez, j'aurais dû en faire plus, j'ai pas dit la bonne affaire. Je vais tellement l'aimer qu'il va arrêter. Puis c'est une très belle stratégie d'évitement parce que tout le temps où mon focus est mis sur l'autre, je suis pas en train de regarder mes comportements à moi, qui sont souvent des comportements, même si mon intention est d'aider, c'est des comportements qui peuvent s'avérer nuisibles. Moi, je dis que quand quelqu'un est en train de se noyer, c'est pas le temps d'y apprendre à nager. Le problème avec la codépendance, c'est que la personne se met en situation de risque de se noyer à répétition, puis elle voit pas l'avantage d'apprendre à nager parce qu'il y a quelqu'un à côté, quand elle commence à faire des bouillons puis des bulles, qui l'accroche par les cheveux puis qui la sort de l'eau.
Alors, c'est vraiment une dynamique relationnelle. Ça me fait penser un peu à l'image de l'arbre versus l'oiseau qui truste, qui a confiance en ses ailes. Dans une relation, si jamais je m'imagine comme étant l'arbre qui doit soutenir l'autre personne, non, c'est pas la meilleure façon, je pense, d'aider quelqu'un. C'est humain, c'est naturel, je pense, de vouloir épauler, de vouloir élever l'autre, mais à quel prix? C'est un petit peu comme ça qu'on va défaire ce mythe-là en disant, trouver son juste équilibre, c'est un mot qu'on affectionne particulièrement ici. Alors, Sophie, je t'invite, merci Josée de ta perspective et tout. Sophie, tu vas nous lire ton mythe et voir avec quoi on doit cuisiner en ce moment, là. Si une personne réussit à arrêter, elle n'aura plus jamais de difficultés. T'en penses quoi de ça, toi? J'en pense que c'est de la... C'est pas moi que je sens ça, notre podcast, moi. Hey, c'est PG-13. OK. Moi, je pense que c'est du gros n'importe quoi. Et voici pourquoi. Quand on choisit de se rétablir, quand on choisit de prendre soin de soi, d'essayer une voie qu'on n'a jamais essayée avant, les problèmes n'arrêtent pas de venir à nous. C'est ma façon d'y réagir qui va pouvoir changer. C'est les outils que je vais chercher qui m'aident à aborder les situations difficiles autrement. Mais parce que je me rétablis, ça ne veut pas dire que j'aurai plus jamais d'accrochage avec des gens de mon entourage. Parce que je me rétablis, ça ne veut pas dire que tout le monde, tout d'un coup, va être d'accord avec toutes les décisions que je prends. Ça ne veut pas dire que j'aurai plus de flatte. Donc, c'est ma façon de réagir qui change, mais ça ne me garantit pas d'être setée pour la vie. Tu peux-tu relire ton mythe parce que je t'en ménopause puis j'ai des trous de mémoire et que je m'en souviens plus tout. Merci pour toute ton authenticité. Merci beaucoup. Si une personne réussit à arrêter, elle n'aura plus jamais de difficultés. Tu sais, tu as parlé de je vais continuer à avoir des flats. En fait, c'est comme si, quand on est dans le rétablissement, on apprend à prendre les meilleurs chemins pour nous. Donc, la route qui était parsemée de nids de poules, ben, on va peut-être apprendre à la prendre moins souvent ou plus du tout à la prendre. Ça ne veut pas dire que la route alternative ne va pas en avoir. Donc, moi, j'aime bien la mentalité suivante. C'est pas ce qui m'arrive, c'est ce que je fais avec. Donc, je vais probablement réagir différemment. Puis, il y a toute une option dans le cycle de lassitude qui dit qu'on utilise des solutions inadaptées pour faire face aux problèmes de la vie. Bien, c'est les solutions qu'on change. C'est pas nécessairement le fait que notre vie va être non parsemée de problèmes, clairement. Puis il y a toute la question aussi de savoir est-ce que c'est en moi à la vie, est-ce que je vais être toujours aux prises avec ça. Je pense que c'est important de se connaître puis de voir, regarde, moi j'ai une fragilité, elle va toujours être présente. Puis j'entends beaucoup le mot vigilance à l'unité Norémie. C'est important ce mot-là, d'être vigilant, de jamais baisser sa garde. Oui. Puis moi, ce que je trouve par rapport à ça, c'est que quand on se rétablit, on est capable de mettre les étiquettes sur les bonnes canettes. Puis on est capable de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, on réalise que la vie n'est pas pour ou contre nous. La vie, elle arrive, point final. Puis il y a des événements qui font partie de la vie qui arrivent. Donc, quand on est capable de se positionner en se demandant qu'est-ce qui est dans mon contrôle et qu'est-ce qui est hors de mon contrôle, on se place en situation de pouvoir reprendre un pouvoir d'agir sur notre vie au lieu de subir les événements qui se présentent à nous. Fait que, tu sais, moi, je sais que dans mon propre cheminement, quand j'ai arrêté de me positionner un peu en victime, puis à trouver que la vie était contre moi, puis ça m'arrivait juste à moi, puis c'était juste des emmerdements de merde, puis que j'ai commencé à comprendre que la vie, c'est juste la vie. Puis il y a des bonnes, il y a des moins bonnes journées, il y a des emmerdements, mais c'était vraiment, comme tu dis, ma façon de faire face aux événements qui avait un impact ensuite, à la fin de ma journée, sur mon confort émotionnel. Puis c'est là où je me mettais à risque, parce que quand je m'emmenais dans des émotions trop intenses, quand j'étais dans la douleur, mais aussi dans la non-acceptation, fait que j'étais dans mon arrogance que moi, il ne devrait rien m'arriver dans la vie de plate, bien, je me mettais à risque là, pour retourner dans des comportements qui n'étaient pas souhaitables pour moi. J'ai envie de rajouter que quand on met les lunettes de l'acceptation des situations qui se présentent à nous, bien, ça devient des cadeaux au lieu d'être des ennemis. Tu sais. Moi, des fois, je dis « Ah, c'est peut-être un cadeau mal emballé. » Tu sais, tu penses qu'à la base, c'est contre toi, mais si tu le déballes, tu vas voir à quel point que tu peux transcender quelque chose, ou tu peux soigner, ou tu peux voir quelque chose chez toi. Fait que les opportunités sont toujours avec les yeux sur lesquels tu regardes, positifs ou destructeurs. Cadeau mal emballé. Ouais. Là. Cherche la fleur dans le tas de fumier. J'ai envie d'ajouter un petit quelque chose par rapport aux fragilités. Moi, j'aime dire qu'une fragilité chez moi que je connais, dont je prends soin, que je garde toujours quelque part dans mon angle de vision, puis dont je ne perds pas la vue, ça peut être une force.
Mais une fragilité que j'oublie, que je tasse, que je mets de côté, que je veux pas voir, que je veux pas admettre, ça, c'est mon talon d'Achille. Puis ça peut devenir une faiblesse assez rapidement. Ouais. Il y a beaucoup d'acceptation là-dedans, définitivement, dans ce que je comprends, d'accepter la réalité telle qu'elle est, même si ça ne fait pas notre affaire. Ouais. Alors, Isabelle, dorénavant, on est rendu à toi. Tu vas nous lire ton mythe, s'il te plaît. C'est le fun, ce jeu-là. J'adore. Oui, j'aime ça. Dans la vie, on a forcément besoin d'être aimé par l'autre pour survivre. L'atelier de José le vendredi soir est en désaccord. Alors, quelle est ta perspective là-dessus, ça? Moi, je partirais avec le mot survivre. Si on pense qu'on a besoin d'être aimé pour survivre, on va souffrir longtemps, longtemps, longtemps. Hein? Dans la vie, on a forcément besoin, hein? Il y a l'autre mot besoin, d'être aimé. Hein? Moi, je dirais besoin de s'aimer. Parce que tant qu'on va chercher à l'extérieur quelque chose pour remplir un vide, moi, je l'image en atelier, souvent, c'est comme une passoire. Tout ce qui vient de l'extérieur rentre, puis ça tombe. Fait que quand j'arrive chez moi, que j'ai rempli ma passoire d'amour, de reconnaissance, d'écoute, de respect des autres, et j'arrive chez moi, il en reste plus tant que c'est pas parti de l'intérieur. Hein? Fait que c'est comme si la passoire, si je la mets à l'intérieur de moi, puis que je me le donne, ça reste, c'est là. Alors, pour moi, l'amour, si elle vient pas de moi, est très éphémère. Partir en quête de répondre à mon besoin d'être aimée à l'extérieur va toujours m'amener à me sentir insuffisante ou pas à la hauteur. Toute la notion de besoin, je trouve, c'est une conversation qu'on a eue à l'époque avec Diane Borgia. Je vous invite à aller voir cet épisode-là, hors série, Balade au cœur du rétablissement, où la notion de besoin était un petit peu déconstruite, puis de voir que l'amour aussi, peut-être que ça sonne un peu contre-intuitif, mais ce n'est pas un besoin qui va faire en sorte que je vais mourir si je n'y réponds pas. Alors, d'apprendre à voir ça comme une préférence, un désir, quelque chose que je peux manifester, un souhait que je peux avoir dans la vie, bien sûr, c'est très important, c'est universel, on s'entend là-dessus sur le concept, mais moi, j'aime bien tout le temps la même image. Je dis à ma participante ou à mon participant, garde, prends le téléphone, puis attends l'appel de la personne avec qui tu partages ta vie, puis elle va te dire si tu vas passer une belle journée. Puis dans le regard des gens, c'est comme « Ah ouais, c'est un peu ça qui se passe, on dirait. » Puis je trouve ça aliénant. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de liberté là-dedans, pas beaucoup de pouvoir sur sa vie. Donc une image comme ça frappe. Je trouve que ça résume bien à quel point ce mythe-là n'est pas du tout réel. Moi, je fais tout le temps la distinction entre moi, enfant, et moi, adulte. Tu sais, je considère qu'un enfant, pour se développer, il a besoin que son besoin de reconnaissance, d'affection et de protection soit convenablement rempli. Ce qui fait qu'une fois que tu es adulte puis tu es en recherche constante d'amour à l'extérieur, c'est qu'il y a des failles dans cette construction-là sur les bases de l'estime et de la confiance en soi. Et c'est là où souvent la dépendance affective va se développer. Puis c'est ça qui va faire que tu vas devenir un quêteur ou une quêteuse d'amour parce que tu es en manque de ça à l'intérieur de toi. Puis c'est difficile quand on dit aux gens, donne-toi de l'amour. C'est tellement abstrait, ça, donne-toi de l'amour, pour des gens qui n'ont pas ressenti ou qui n'ont pas appris à s'aimer, à s'auto-aimer. Donc, c'est vraiment un travail, c'est un processus. Mais il y a une évidence, c'est que moins tu en as à l'intérieur, plus tu en cherches à l'extérieur, mais même si tu en reçois de l'extérieur, comme tu n'en as pas à l'intérieur, ça fait pas la job. C'est toujours à recommencer. Fait que tu es quelqu'un qui devient exploitable, manipulable et influençable dans ta quête effrénée d'amour de l'autre. Et c'est ça qui maintient souvent des relations toxiques puis des relations de dépendance affective. C'est la fameuse bouteille d'eau avec un trou dans... Oui, c'est ça. Un peu ça qui se passe ici. On a un petit problème d'eau au matin, mais effectivement, je remplis l'eau continuellement, mais il y a un trou dans le fond. Tu sais. Une passoire. Une passoire rien de moins. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait ajouté quelque chose par rapport à ça? Non, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, on garde le meilleur pour la fin. Un autre? Tabarnouche. Excusez. Ils sont fripés, tes petits papiers, hein? Ouais. Donc ça, c'est un mythe intéressant. C'est vraiment aléatoire. Les programmes de soutien comme les fraternités ou l'unité Norimi sont inutiles si la personne ne veut pas s'en sortir.
Ben, c'est un mythe il y a une part de vérité là-dedans. On s'entend que c'est difficile, je crois, que de faire émerger chez des gens des prises de conscience si ces personnes-là sont fermées. Mais j'aime bien, ma collègue Catherine dit souvent, derrière chaque motivation extrinsèque, donc des motivations extérieures, comme la DPJ ou un juge, une conjointe, un conjoint, se cache une motivation intrinsèque. Donc, je pense pas qu'on ne peut pas semer des graines chez les gens qui n'ont pas l'ouverture nécessaire. Je trouve qu'il y a tout le temps une porte d'entrée, c'est juste qu'elle est peut-être cadenassée à double tour ou la porte est plus difficile à défoncer. C'est clair que ça aide quand la personne a des prises de conscience, mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont partis d'une motivation inconnue ou une motivation insoupçonnée et qui finalement se sont rendus compte que, ouais, ils ont réalisé qu'il y avait un problème en chemin au lieu que ça se passe avant que la personne entre dans un processus quelconque. Alors, pas vraiment tout ça, là, que les programmes de soutien comme nous, les fraternités, c'est inutile si la personne ne veut pas s'en sortir. Est-ce que vous partagez mon opinion? Absolument. Puis moi, je me dis, tant mieux si la personne a déjà un filet social, si la personne a déjà un soutien d'implanté, lorsqu'elle réalise que, OK, il y a un problème avec ma consommation. J'en avais peut-être pas conscience avant, mais là, je m'en rends compte, mais je suis pas tout seul là-dedans. Je sais qu'il y a des intervenants qui travaillent avec moi là-dessus. Je sais que... On va y arriver. Mais je pense que ça fait le tour du point que je voulais dire. Je me suis rendue là où je voulais me rendre. C'est bien correct. Je sais qu'il y a du soutien qui est là pour moi. Ouais. Ça, Moi, je dis que souvent, il y a des gens qui viennent à nos ateliers, puis ils ont les oreilles rouges, parce qu'ils se sont fait un peu tirer l'oreille pour être assis là. Mais c'est pas grave si tu as les oreilles rouges, si tu décides de les ouvrir. Donc, moi, l'exemple qui me vient, c'est en dépendance affective, je dirais qu'il y a, je suis pas bonne dans les statistiques, là, mais je dirais au moins 70% des gens qui s'assoient là en se disant « Je viens voir, mais je ne suis pas dépendant affectif. » Donc, ils venaient comme essayer de tâter le terrain pour se confirmer que cette dépendance-là, ils l'ont pas. Quand en pensant, on sait que c'est la mère de toutes les dépendances. Mais le fait d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir son cœur, il y en a une grande partie qui réalise parce qu'ils viennent me voir après en me disant hey, « Finalement, je suis dépendant affectif, mais je ne le savais pas. » Fait qu'ils venaient en croyant ne pas avoir quelque chose, mais avec pas nécessairement une ouverture, mais avec un désir de valider leur croyance qui était « moi, je suis pas dépendant affectif », mais l'ouverture dont ils ont fait preuve leur ont permis de réaliser que oui, il y avait peut-être quelque chose à travailler dans cet aspect-là. Moi, j'ai envie de rajouter, j'ai déjà entendu, puis régulièrement, des gens qui se sont déplacés dans une réunion de fraternité anonyme par curiosité ou parce que, justement, il y avait de l'insistance, les oreilles tirées. Et le partage les a amenés tellement à s'identifier puis à dire « Hey, moi aussi ». Et c'est ce partage-là où la personne a pu admettre que, OK, bien, si elle était comme ça puis qu'elle a arrêté, peut-être que j'ai de l'espoir, moi aussi. Mais l'expérience qui est la même ou semblable à la nôtre, vécue par quelqu'un qui a cheminé, peut vraiment inciter à vouloir cheminer et prendre soin de soi. Moi, je me souviens d'un participant, puis il va se reconnaître. Il est venu pour la première fois accompagner quelqu'un. Et 2 ans et demi plus tard, il a été un des plus assidus, si c'est pas le plus assidu à l'organisme. Alors, c'est une belle histoire de « Ah, je viens tenter le terrain, mais tout, pas pour moi, là. Je suis correct. » Je ne sais pas qu'il était dans cet état d'esprit-là, mais je trouve qu'il y a des belles histoires qui peuvent naître de ça. Puis, dans une optique de prévention puis de sensibilisation, bien, ce que ça dit, c'est que je peux quand même semer une graine chez quelqu'un, même si je sens qu'elle n'est pas prête nécessairement, puis qu'elle n'est pas genre « Hey, j'ai besoin d'aide. » Regarde, moi, je suis responsable des moyens, pas des résultats. C'est clair que si je pars de la prémisse que ben, il n'y a rien à faire avec lui, puis anyway, il m'entend pas, non, c'est pas vrai. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Je suis responsable des perches que je tends. Alors, à la maison, gardez à l'esprit que s'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit à ce niveau-là, ben les perches que vous pouvez tendre, ils ont clairement un impact, même si vous les sous-estimez. Oui. Puis en même temps, il y a des gens qui cherchent le meilleur thérapeute, le meilleur groupe, le meilleur atelier, le meilleur service, puis qui vont magasiner toute leur vie ou qui vont magasiner une grande partie de leur vie, mais ils sont pas investis. Fait que ça aussi, tu peux avoir les meilleurs services, rencontrer le ou la thérapeute la plus top au monde. Si toi, t'es pas disponible, si t'es pas ouvert, il se passera pas grand-chose. C'est un travail d'équipe. Oui,
absolument. J'ai une image qui me vient. On voit souvent des arbres pousser dans de la roche. Clairement, l'environnement n'était pas propice à ce que quelque chose naisse, émerge et pousse et se développe. Puis on voit aussi des belles plantes dans des pots, dans un environnement idéal qui sèchent et meurent. Alors, je pense que l'image s'exprime d'elle-même avec ce que tu viens de dire, Josée. En ayant un participant en tête, ça m'amène à peut-être un autre volet de la conversation que j'ai envie qu'on aille. Parce qu'on travaille avec des humains, nous sommes des humains, on a notre propre vécu, on a aussi des histoires en tête qui nous viennent. Je serais curieux de vous entendre, est-ce qu'il y a justement des histoires, bien sûr sans que la personne soit identifiée et qu'il y ait des traits distinctifs, qui vous a particulièrement inspiré depuis que vous êtes en relation d'aide ou depuis que vous travaillez à l'unité Norémie, qui vous amène justement à y croire puis à faire naître l'espoir que justement, hey, ça se peut, les gens peuvent changer, les gens peuvent passer à un autre appel dans leur vie. Oui. Non. Impossible. Je sais pas pourquoi je travaille ici. Mais là, je suis en train d'essayer de penser à quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de personnes très, très inspirantes qu'on rencontre dans notre travail. Puis là, j'essaie de trouver quelqu'un qui a vraiment été... Tu veux-tu que j'y aille pendant que tu réfléchis? Ben oui, vas-y. Pour moi, il y a une personne avec qui j'ai travaillé qui m'a énormément marquée de par sa capacité à mettre en place son désir de vouloir utiliser les outils qui étaient présentés. J'ai rarement été aussi impressionnée par le désir de quelqu'un de vouloir mettre en place les outils qui étaient présentés, puis de façon assidue, de façon rigoureuse, quand on parlait de discours authentique, quand on parlait d'affirmation de soi, quand on parlait de rester dans ses bottines. Cette personne-là m'a énormément impressionnée par son désir de mettre ça en place. Puis ce qui m'a le plus touchée, c'était de revoir cette personne-là, la rencontre suivante, puis de l'entendre me dire « Hey, je l'ai essayé ». Puis je suis vraiment contente de l'avoir faite. Je suis fière de m'être affirmée. Je suis fière d'être allée au-delà de la peur initiale. Je suis fière d'être allée au-delà de mes fausses croyances. Puis ça a été très touchant. Moi, personnellement, sans que ce soit un cas en particulier, c'est une impression qui m'habite parfois d'être le rappel que la personne tend à se sous-estimer et de faire un reflet X ou Y. Ça m'est arrivé fréquemment de lui demander si elle voyait les choses de la même façon que moi par rapport à sa capacité réelle à faire face aux choses. Et de voir le regard de la personne s'arrêter puis me dire « Ouais, c'est vrai que j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi. C'est juste que j'y prête pas nécessairement l'attention que je mérite. J'ai une personne en tête actuellement. Peut-être qu'elle va se reconnaître à quel point elle est en mesure de se dire, quand j'écoute la bonne voix à l'intérieur de moi, celle qui me dit « t'es capable », l'anxiété prend moins de place, puis l'efficacité personnelle rehausse. Puis c'est un petit peu ça qu'on essaie de rappeler aux gens ici. Ils ne viennent pas chercher les outils, ils viennent les trouver parce qu'ils les possèdent déjà. C'est juste qu'ils les ont... ils sont peut-être enfouis derrière des plantes avec des roches. Fait que c'est globalement ça qui me vient à l'esprit. Je ne m'attendrai jamais d'entendre des histoires comme ça. Puis il y en a toutes sortes d'images, mais c'est celle qui me frappe le plus en ce moment. Ouais. Moi, tu sais, j'enseigne beaucoup dans mes ateliers que si tu veux des résultats différents, il faut prendre des chemins différents. Puis en dépendance affective, on a un outil qui fait réagir beaucoup. C'est 14 rencontres debout habillées. Alors, avant, quand tu retournes sur le marché de l'amour, après avoir passé un certain temps en rétablissement de dépendance affective, tu te donnes un minimum de 3 mois avant de passer aux relations sexuelles. Donc, on a appelé ça... quand j'ai commencé mes ateliers, on disait 12 rencontres, mais là, on a passé à 14. Fait que 14 rencontres debout habillées. Et moi, ce qui m'inspire, c'est de voir des gens qui vont expérimenter cet outil-là, malgré toutes les peurs pour un dépendant affectif, parce qu'un dépendant affectif, il a besoin de faire progresser la relation très, très rapidement pour venir se sécuriser à l'intérieur. Donc, de mettre une distance pour voir est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie, est-ce que c'est vraiment le bon moment de le faire, est-ce que c'est vraiment dans cette direction-là que je veux aller. Puis récemment, dans un des ateliers, il y a un participant ou une participante
qui a raconté justement qu'elle avait mis, cette personne-là, en pratique cet outil-là. Et finalement, la relation n'a pas donné ce qu'elle voulait, mais elle dit, j'ai préservé mon intégrité en ne donnant pas cette partie sacrée à l'intérieur de moi, parce que ça aurait été encore plus difficile quand l'autre a battu en retraite pour lui dire que finalement, il était mélangé puis c'est pas ça qu'il voulait. Elle dit ça, je l'ai préservé. Puis si ça n'avait pas été de cet outil-là, bien, la personne, elle ne s'y serait pas arrivée. Fait que moi, j'ai beaucoup d'inspiration, d'admiration. Ces gens-là m'inspirent beaucoup. Quand ils ouvrent leur esprit, malgré les peurs, les doutes avec lesquels ça vient, puis qu'ils se disent, bien, je vais essayer une nouvelle trail parce que j'ai envie d'avoir des résultats qui sont différents. Ça prend du courage. Puis moi, j'honore vraiment le courage chez cette personne-là. C'est le mot qui me venait. Courage, humilité, résilience. C'est définitivement digne de mention. Moi et mes images, ce qui monte, hein, souvent j'apporte l'image que nous, on est des coachs d'entraînement et on les amène à voir c'est quoi l'entraînement qui est idéal pour développer leur objectif. Mais quand ils partent, c'est les push-ups qu'ils ont fait, c'est les redressements assis, c'est la course, c'est l'entraînement qu'ils ont mis en pratique qui fait qu'ils développent ces muscles-là. Hein? Puis pour moi, le travail se fait, la graine est semée ici, ou en atelier, ou dans toutes sortes d'occasions, mais c'est ce qu'on a en fait, ces graines-là, qui fait qu'on a un six-pack. Si l'image est bonne. Mettre en pratique, c'est le défi, ultimement. C'est comme si j'allais au gym, voir mon entraîneur, puis il me disait, voici ton programme, puis après j'arrivais au gym, puis je faisais totalement l'inverse. Il y a quelque chose d'incohérent là-dedans, donc d'avoir l'humilité de reconnaître, hey, j'ai pas toutes les connaissances, je sais pas tout, je connais pas tout. Puis ça va toujours être quelque chose qui va être pour moi un respect indéniable que je porte aux participants qui demandent, quiconque, je crois, demande de l'aide, parce que il y a toutes sortes de choses qui peuvent justement limiter les demandes d'aide. Aussi les stéréotypes, les préjugés par rapport aux dépendants peuvent toujours un peu se mettre entre une personne et son désir de cheminer. Puis derrière tout ça, quand quelqu'un outrepasse ces éléments-là qui sont pas banals, qui sont loin de ne pas faire partie de la société, bien au contraire, elles en font partie, bien, de jamais sous-estimer que le fait que la personne est devant nous, ça veut dire énormément de choses. C'est loin d'être banal. Puis parfois de me le rappeler ou juste de me l'entendre dire actuellement, je trouve ça important parce que ça me ground, ça me ramène à l'être humain est une bébite, comme José l'appelle bien, une bébite complexe, une bébite compliquée, mais qui a beaucoup plus de courage qu'elle n'en pense réellement. Puis chaque jour, je pense qu'on est confronté à ça. Puis dans notre vie, je pense qu'on a aussi fait preuve de courage. Hein? Mes collègues, vous faites preuve de courage en vous prêtant au jeu de la vidéo aujourd'hui. Mais si on est rendu là où on est, on a traversé des étapes comme celle-là. Ouais. Moi, je dis souvent que dans un iceberg, le fait d'arrêter, d'être abstinent d'une substance ou d'un comportement, ça vient de régler seulement 15% de ton problème. 85% de ton problème, si tu veux le régler, c'est vraiment par un changement profond de tes comportements. Puis ça, ben tu peux pas... Tu sais, moi, je donne des outils dans mes ateliers comme vous autres. Mais je dis, tu sais, des fois, il y a du monde qui ont des beaux garages parfaits avec des beaux coffres tout rouges, tout bien shiny, mais ils les utilisent jamais. Fait que tu peux mettre tous tes outils dans ton coffre, mais tu ne l'ouvres jamais. Bien, ça va donner des résultats proportionnels à l'utilisation puis à la pratique que tu mets. Moi, je dis ça, c'est en pratiquant qu'on devient bon. Puis on ne cherche pas la perfection, on cherche la progression. Fait que enlève-toi de la pression puis dis, bien là, je me pratique à changer de comportement. C'est ça ma pratique à moi. J'adore. Sophie, je te voyais... C'est rendu un peu loin, je voulais revenir sur la métaphore de l'entraîneur. Ben, vas-y fort. On y va? OK. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette métaphore-là, pour y ajouter, c'est que moi, en tant que personne qui va aller chercher de l'aide auprès d'un entraîneur ou d'une entraîneuse, je vis dans mon corps. Je connais mon corps. Si j'ai mal quelque part, c'est moi qui le sais, c'est pas l'entraîneuse ou l'entraîneur. Fait qu'il y a tout un travail d'équipe qui se crée dans cette dynamique-là où moi, ben j'ai quelque chose à apporter à mon entraîneuse parce que c'est moi qui vis dans mon corps, c'est moi qui connais mes douleurs, c'est moi qui sais comment mon corps réagit aux exercices qu'on me propose. Fait que mon entraîneuse a beau me donner 56 000 push-ups à faire, si moi je réalise que ça m'amène une douleur, ben c'est à moi de l'amener. Fait qu'il y a tout un travail d'équipe qui se crée là-dedans,
que je transpose vraiment aussi au travail qu'on fait ici. Moi, en tant qu'intervenante, je travaille avec des gens, j'accompagne, je ne lead pas, je ne dis pas quoi faire, je propose, j'offre. Mais quand il y a un travail d'équipe qui s'installe puis que la personne avec qui j'interviens amène des points de moi il y a déjà cet outil-là que j'ai utilisé dans le passé, peut-être que je pourrais le réutiliser, si ça, de faire émerger ça chez la personne avec qui on travaille, c'est tout autant bénéfique parce que la personne avec qui on travaille a tout son vécu, a toute sa connaissance d'elle-même et a déjà des outils à exploiter là-dedans. Beaucoup de pouvoir d'agir dans ce que Sophie apporte, puis c'est le but, parce qu'autrement, on ne sert pas à grand-chose. Puis je me mets à la place de quelqu'un qui est face justement à une personne qui a une problématique quelconque par rapport aux dépendances. Puis des fois, la posture, elle est difficile à avoir. Je l'entends souvent, il y a un axe de notre mission qui consiste à apporter une aide aussi aux proches des personnes dépendantes. Puis je trouve que c'est difficile de trouver sa juste place parce que sans nécessairement tomber dans la codépendance. Avez-vous quelque chose qui vous vient à l'idée d'un truc ou un outil ou une posture à adopter justement pour qu'une personne s'oublie pas dans l'équation si elle est confrontée à un proche qui a un enjeu avec les dépendances? J'adore comment on prend le temps de réfléchir parce que c'est une question profonde. Tout à fait. Imaginez-vous si on se faisait poser cette question-là, puis on ne savait pas quoi répondre. Ben, c'est pas parce que... Présentement, c'est pas parce que je sais pas quoi répondre, c'est que je sais pas quoi choisir. Ouais. Ah, c'est ça! C'est plus ça, Voyez-vous, on est efficace. mon ping-pong dans ma tête qui se joue en ce moment. Faites des choix. Je sens que ça dépend beaucoup de la personne avec qui on intervient aussi. Dépendamment de elle, ses schémas de pensée, dépendamment de elle, sa position. J'amène pas les mêmes éléments, je travaille pas de la même manière. Moi, tu voulais-tu aller, Isabelle? Bien, je rajouterais, et ça dépend de l'impact que ça a dans la vie de la personne aussi. Hein? Je pense que c'est deux avenues, deux chemins différents. Moi, je porte souvent l'attention des codépendants sur le surinvestissement dans la vie de l'autre. Puis souvent, c'est un peu abstrait pour les gens parce qu'ils ont l'impression puis avec raison, de leur point de vue, qu'ils aident l'autre personne. Alors moi, l'image que je donne toujours, c'est, bien souvent, c'est 2 réservoirs. Assure-toi que ton réservoir est rempli au même niveau que le réservoir de l'autre. Donc, dans ton surinvestissement, si tu passes beaucoup de temps, par exemple, à chercher des ressources pour aider ton ou ta proche, mais ton proche, est-ce que tu en mets autant dans ton réservoir à toi? Si tu consacres beaucoup d'argent à sortir ton proche du trou, est-ce que tu en consacres autant à en mettre de côté pour satisfaire tes propres besoins? Fait que c'est vraiment, est-ce que les 2 réservoirs, celui de mon proche et le mien, sont remplis d'une façon qui est plutôt égale? Si c'est pas le cas, puis c'est souvent pas le cas en codépendance, le tien, il est plutôt bas, puis celui de l'autre est plutôt rempli parce que tu travailles beaucoup à le faire, tu es en surinvestissement, donc tu n'es pas à la bonne place. Fait que ça peut déjà commencer à une prise de conscience pour réajuster les choses. Puis quand tu vas commencer à remplir adéquatement tes réservoirs à toi, tu vas voir que comme par magie, l'investissement à l'autre va diminuer. Parce que tu vas commencer à t'occuper de ta vie, donc tu vas avoir moins besoin de t'occuper de la vie de l'autre. Fait qu'il y a toute une science en arrière Mais de sans cette se chose-là. sentir coupable nécessairement Ouais. aussi. Parce que ça peut venir. On a eu une conversation là-dessus dans le dernier épisode, de savoir prendre sa place. J'aime bien tes idées de réservoir sans nécessairement que ce soit la culpabilité qui monte. Et je serais... ça serait contre-productif de vous dire « faites pas ça ». Non, accueillez-vous si la culpabilité monte. Mais il existe une réalité dans laquelle je prends ma juste place. J'en fais juste assez avec un équilibre et je ne me sens pas coupable de ça parce que ça ne m'appartient pas. La souffrance de l'autre ou les comportements de l'autre ne m'appartiennent pas. J'ai vu Isaac qui a fait un usage, c'est quelque chose qui est assez fréquent, je crois. Puis je trouve que c'est de juste semer cette graine-là, de dire « regarde,
il existe une réalité où ça se peut, là. Toute la posture, je pense, de bienveillance, de compassion qu'on peut avoir envers quelqu'un. Imaginons, j'aime bien aussi toujours dire à la personne comment toi t'aimerais être traité dans l'équation. Si moi je te disais ça, comment tu réagirais? Puis la réponse souvent c'est ben ça ferait peut-être pas mon affaire, ça favoriserait peut-être pas le changement. Donc d'adopter une posture vraiment d'écoute, de bienveillance, sans que ça devienne de la complaisance puis de la banalisation non plus, parce que là le sauveur, il peut se faire définitivement entendre. Alors merci les filles d'avoir embarqué dans mon projet frivole et improviste. J'espère que vous avez eu du plaisir à jouer les Patrick Lagacé. Alors, sur ce, à tous, je vous souhaite une belle journée. Merci de votre visionnement et on se revoit peut-être dans le cadre notamment d'un nouvel épisode de podcast à venir bientôt. Alors, moi, je suis Sébastien. Mes collègues Isabelle, José et Sophie vous remercient. À la prochaine. À la prochaine!